Avant l'âge de 3 ans, tu as vécu dans un monde intime qui a presque entièrement disparu. Tu as appris le son de la voix de ta mère. Tu as regardé des visages avant même de comprendre ce qu'était un visage. Tu as ressenti la faim, la chaleur, la peur, le réconfort, la douleur et la surprise. Tu as appris à ramper. Tu as appris à te tenir debout. Tu es probablement tombé des centaines de fois avant de réussir à traverser une pièce en marchant. Un jour, tu as produit des sons qui sont lentement devenus des mots. Et aujourd'hui, presque tout cela a disparu. Pas une scène claire, pas une journée complète, même pas le moment où tu as compris ton propre prénom pour la première fois. La plupart des gens pensent que l'explication est évidente. Les bébés sont trop jeunes, leur cerveau ne se souvient pas vraiment encore. Mais cette réponse est fausse sur un point essentiel, parce que les bébés se souviennent. Ils apprennent des voix, ils reconnaissent des visages, ils réagissent à des lieux familiers. Ils peuvent même garder en mémoire des événements simples pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le problème n'est donc pas que tes premiers souvenirs n'ont jamais existé. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas survécu. Au début du XXe siècle, Sigmund Freud a donné un nom à ce mystère: l'amnésie infantile. Ce phénomène décrit quelque chose que chaque adulte porte en lui, un chapitre manquant au tout début de sa vie. Mais pendant longtemps, les scientifiques se sont retrouvés face à une contradiction étrange. Les nourrissons apprennent clairement des choses. Pourtant, les adultes n'ont presque aucun accès à ces premières années. Alors, que leur est-il arrivé? Un indice célèbre vient des travaux de la psychologue Caroline Rovy-Collier. Dans ses expériences, des bébés étaient allongés dans un berceau avec un ruban attaché entre leurs chevilles et un mobile suspendu au-dessus d'eux. Quand le bébé donnait un coup de pied, le mobile bougeait. Très vite, les bébés comprenaient le lien. Et la partie surprenante arrivait plus tard. Quand les mêmes bébés revenaient, beaucoup recommençaient à donner des coups de pied dès qu'ils voyaient le mobile. Même de très jeunes nourrissons avaient gardé ce souvenir pendant un court moment. Les bébés plus âgés le conservaient plus longtemps. Donc le cerveau du nourrisson n'est pas vide. Ce n'est pas une machine blanche qui attend de s'allumer. Il enregistre, il apprend, il anticipe et il se souvient. Mais ces souvenirs s'effacent avant de pouvoir devenir une partie de ta vie adulte. La première raison se cache profondément dans le cerveau. L'hippocampe est l'une des principales structures qui permettent de transformer une expérience en souvenir. Il aide à relier les éléments d'un événement: l'endroit où tu étais, ce que tu voyais, ce que tu ressentais, qui était présent et pourquoi cela comptait. Chez l'adulte, l'hippocampe travaille avec d'autres régions du cerveau, notamment le cortex préfrontal, pour stocker puis retrouver les épisodes de la vie. Mais chez un bébé, ce système est encore en construction. L'hippocampe est bien présent, mais ses connexions sont immatures. Les chemins qui le relient au reste du cerveau sont encore en train de se former. Certaines zones importantes pour créer de nouveaux souvenirs, comme le gyrus denté, continuent à se développer pendant les premières années de vie. Donc ton cerveau de bébé pouvait garder des informations pendant un certain temps. Mais il ne pouvait pas encore verrouiller ses expériences dans le type de mémoire autobiographique durable que tu utilises aujourd'hui. Mais ce n'est que la première couche. La partie la plus étrange, c'est que ton cerveau a peut-être effacé son propre travail parce qu'il grandissait trop vite. En 2014, les chercheurs Sheena Jocelyn et Paul Frankland ont exploré une idée puissante. Au début de la vie, l'hippocampe produit de nombreux nouveaux neurones, un processus appelé neurogénèse. Ce n'est pas un défaut. C'est l'une des façons dont le jeune cerveau se construit. Mais il y a un prix à payer. Quand de nouveaux neurones s'ajoutent à des circuits déjà existants, ils peuvent perturber les schémas qui étaient en place. Et les souvenirs sont stockés dans des schémas. Ils dépendent de connexions qui restent stables dans le temps. Dans des études menées sur des souris, lorsque les chercheurs augmentaient la neurogénèse chez des souris adultes, ces animaux oubliaient plus facilement certaines choses qu'ils avaient apprises. Et lorsqu'ils ralentissaient la neurogénèse chez de jeunes souris, ces jeunes souris conservaient leurs souvenirs plus longtemps que d'habitude. Cela mène à une possibilité troublante. Tes premiers souvenirs n'ont peut-être pas disparu parce que ton cerveau était trop faible. Ils ont peut-être disparu parce que ton cerveau était trop vivant. Il construisait, recablait, agrandissait, remplaçait. Le même processus qui rendait ton futur esprit possible brisait aussi les traces de l'esprit qui existait avant. Imagine essayer de tenir un journal dans une maison dont les murs changent de place chaque nuit. C'était ton cerveau de bébé. Mais la mémoire n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi une question d'identité. Pour te souvenir d'un événement, comme tu t'en souviens aujourd'hui, il faut un centre à l'intérieur de l'histoire. Il faut sentir que cette chose m'est arrivée à moi. Et les bébés ne commencent pas leur vie avec le même moi que les adultes ressentent. Des psychologues du développement ont expliqué que la mémoire autobiographique dépend en partie de l'apparition de la reconnaissance de soi. Un enfant doit commencer à comprendre qu'il est une personne séparée, avec son propre corps, son propre passé et sa propre place dans le monde. Le test du miroir montre ce changement de manière très simple. On met une petite marque sur le visage d'un jeune enfant, puis on le place devant un miroir. Avant un certain âge, beaucoup d'enfants réagissent au reflet comme s'il s'agissait d'un autre enfant.
Plus tard, ils portent la main à leur propre visage. Quelque chose a changé. L'enfant ne fait plus seulement l'expérience du monde, il commence à reconnaître celui qui fait cette expérience. Et c'est important, parce qu'avant ce changement, des événements peuvent bien se produire, mais ils ne sont pas encore organisés autour d'un narrateur stable. Il y a la faim, il y a la lumière, il y a la peur, il y a le réconfort, il y a une main, un son, un visage, mais l'histoire n'est pas encore vraiment devenue mon histoire. C'est pour cela que le bébé sur tes vieilles photos donne une impression si étrange. Tu sais que c'est toi. Il a ton corps, ton nom, ta famille, mais de l'intérieur, cette personne est inaccessible. Elle a vécu avant que la version de toi capable de se souvenir commence réellement à exister. Et vient ensuite la dernière pièce, le langage. Le langage ne sert pas seulement à décrire la mémoire, il aide à la construire. Avant les mots, les expériences sont surtout des sensations et des émotions. Une couverture chaude, un bruit fort, une pièce lumineuse, la sensation d'être porté, l'odeur de la nourriture. Ces impressions peuvent être puissantes, mais sans mots, elles sont difficiles à organiser en histoire durable. Quand les enfants commencent à parler, quelque chose change. Les adultes peuvent demander « Tu te souviens quand nous sommes allés au parc ?» L'enfant peut répondre. L'événement est répété, nommé, structuré et placé dans une chronologie. Les mots donnent un cadre au souvenir. Sans ce cadre, les expériences peuvent traverser l'esprit comme de l'eau entre des doigts ouverts. C'est aussi pour cela que la culture peut influencer le début de nos souvenirs. Dans certaines familles et certaines cultures, les adultes parlent souvent avec les enfants des événements passés, posent des questions et transforment les expériences en histoires personnelles. Dans d'autres, les conversations de la petite enfance sont moins centrées sur le récit individuel de l'enfant. Des études ont montré que l'âge moyen des premiers souvenirs peut varier selon les cultures. Ce n'est donc pas seulement le cerveau qui décide où commence la mémoire. C'est aussi la manière dont les gens autour de toi apprennent à ton esprit à raconter une histoire sur lui-même. Alors la réponse n'est pas une seule chose simple. Tu ne te souviens pas d'avoir été bébé parce que ton système de mémoire n'était pas terminé, parce que de nouveaux neurones réécrivaient constamment les circuits, parce que ton sentiment d'exister comme une personne distincte n'était pas encore entièrement formé, parce que le langage n'avait pas encore construit la structure capable de maintenir tes expériences en place. Tes premières années n'étaient pas vides, elles étaient pleines de sensations, d'apprentissage, d'émotions et de changements, mais elles se déroulaient dans un esprit qui était encore en train de devenir un esprit. Chaque personne que tu as connue porte la même obscurité au début de sa vie. Un pays caché où elle a vécu autrefois, mais où elle ne pourra jamais retourner. Et c'est peut-être la partie la plus troublante. La première version de toi n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle a réussi. Elle a construit le corps, le cerveau, les habitudes, les émotions et les fondations qui t'ont rendu possible. Ton cerveau n'a pas choisi la mémoire, il a choisi la construction. Et pour créer la personne que tu es aujourd'hui, il a dû enterrer la personne que tu étais avant.